Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui des espaces maritimes, des espaces géostratégiques. Voilà, alors, cette partie s'inscrit dans le chapitre G3, les territoires de la mondialisation. Je rappelle avant toute chose donc, que ce chapitre, qui est assez conséquent, peut donner lieu à 3 sujets de composition pour le bac. Un sujet sur la ville mondiale, Londres, étudié en cours donc, un sujet sur l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation, c'était l'objet d'une vidéo précédente, et enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui autour des espaces maritimes. Voilà, ça peut donner lieu aussi, je le précise entre parenthèses, à un croquis qui sera réalisé en classe dans le cadre de l'épreuve courte de géographie. Voilà, alors, donc, espace maritime, espace géostratégique, c'est ce premier terme qu'il va falloir prendre en compte tout de suite. Géostratégique, voilà, donc géo de géographie, et puis stratégique, qui suggère que ces espaces sont pleins d'enjeux, de rivalité, bien sûr, tant sur le plan économique que politique. Voilà, parce que les océans, les mers, en clair, tous ces espaces maritimes qui nous intéressent aujourd'hui représentent une part conséquente, bien sûr. Hein, c'est un premier chiffre que vous pouvez noter. Hein, mer et océan, c'est 71%. Oups là, attends, on va essayer d'écrire. Voilà, en blanc, 71%, donc disais-je, de la surface totale de la planète, hein, qui est composée d'eau, de la planète bleue précisément. Alors on va s'intéresser à tous ces espaces qu'on appelle ici paradoxalement des territoires. On va voir qu'ils sont aussi appropriés, occupés par l'homme. On va s'intéresser aussi particulièrement à l'espace qui est compris entre le continent et les océans, justement, c'est-à-dire le littoral, qui donne lieu à des formes très particulières d'organisation de l'espace. Et ça nous intéressera aussi dans ce chapitre. Hein. Donc c'est bien sûr mer et océan, et puis également tous les espaces terrestres qui bordent de très près ces océans. C'est tout cela qui va nous intéresser dans ce chapitre. Alors, on a déjà eu l'occasion, hein, dans les chapitres précédents sur la mondialisation, de dire à quel point les océans étaient importants pour la mise en relation des hommes dans le cadre de la mondialisation. On l'a surtout évoqué sur le plan économique, hein, mais revenant à cet aspect géostratégique du sujet, on va l'envisager ici, bien sûr sous l'angle économique, on va en reparler en le précisant, mais également de manière plus large, sous un angle qu'on va qualifier de politique, de géopolitique du moins. Voilà, et la problématique, hein, qui va nous intéresser dans ce chapitre, on peut la formuler de cette manière, tout simplement, savoir quelle est l'importance. Hein, c'est ça qu'on va noter comme mot-clé de la problématique, l'importance géostratégique, on reprend le terme du sujet, quelle est l'importance géostratégique des espaces maritimes dans la mondialisation. Voilà. Et puis on rappellerait, dans le cadre d'une introduction de type bac, en quelques mots, ce qu'est la mondialisation, bien sûr. Voilà. Alors, c'est une composition qui n'est pas difficile, hein, qui ne demande pas de maîtriser ou de comprendre des concepts compliqués. Il y a un certain nombre de connaissances qu'il va falloir mettre en œuvre. Et on va faire un plan en 3 parties sur ce sujet. La première partie qui, de manière assez générale, va évoquer des espaces au cœur de la mondialisation. Voilà. Qui sera assez général, on va reprendre des choses qu'on a déjà dites, hein, sur de quelle manière ces espaces maritimes mettent en relation les différentes parties du monde et donnent lieu également à des paysages particuliers. Dans la seconde partie, qui sera intitulée des enjeux, hein, c'est le mot important qui renvoie à l'aspect géostratégique, des enjeux géoéconomiques des espaces maritimes, eh bien, donc, on abordera précisément ces aspects plus sous l'angle économique. Et enfin, la troisième partie autour des enjeux, cette fois-ci géopolitiques. Voilà, nous permettra de l'aborder sous l'angle stratégique au sens large. Grand 1, donc, des espaces au cœur de la mondialisation, où nous allons montrer dans une première sous-partie eh bien que ces espaces mettent le monde en relation, hein, donc la mise en relation du monde, tel sera le titre de ce grand A, où il s'agit de rappeler quelques caractéristiques qui font précisément de ces espaces maritimes des espaces clés des échanges mondiaux. Rappelons d'abord par exemple que plus de 80%, hein, plus de 80% des échanges de marchandises, des échanges donc visibles dans le monde, sont réalisés par voie maritime.
On avait déjà dit comment le coût très modeste du transport maritime par rapport aux autres moyens de transport privilégiait de longue date ce mode de déplacement pour les marchandises, évidemment avec un processus de mondialisation qui s'est considérablement accéléré, eh bien, les échanges par voie maritime ont beaucoup augmenté. Quelques chiffres pour l'argumenter. La flotte mondiale de navires marchands a été multipliée par 4 depuis 40 ans. D'accord. Tandis que dans le même temps, le trafic en volume de ces échanges maritimes était multiplié par 3. Donc tout cela en 40 ans, et ça permet déjà de prendre la mesure de cette évolution. Rapidement, je rappelle également un concept qu'on a déjà abordé, qui est celui de la spécialisation des navires. Vous vous en souvenez comment on optimise ce transport maritime et on en réduit les coûts en adaptant les navires aux produits transportés. Donc super tanker pour le pétrole, un tanker, ça s'écrit comme ceci. Le fait d'utiliser des navires qu'on appelle des méthaniers pour le transport du gaz, qu'on utilise des vraquiers pour le transport des céréales ou des minerais par exemple, et puis bien évidemment les porte-containers que nous avons déjà largement évoqués. On peut terminer ce grand A en précisant qu'aujourd'hui, c'est une vingtaine d'États qui, à eux seuls, contrôlent plus de 80% de la flotte mondiale. Et ce chiffre rend compte également de la concentration et de la domination de certains États. C'est aussi une des caractéristiques de la mondialisation. Voilà. Dans le grand B, on va étudier maintenant le fait que cette circulation maritime au niveau mondial utilise des itinéraires qu'on va qualifier de privilégiés. Itinéraires privilégiés où l'on va montrer que les routes maritimes parcourent des espaces qui sont connus, reconnus, et que ça ne se fait pas du tout au hasard. Donc pour ce faire, je vais tout de suite vous montrer un premier planisphère qui nous permettra d'en tirer quelques éléments. Sur ce planisphère, chaque ligne pointillée représente le trajet d'un navire pendant une année sur les mers du globe. Déjà, le simple fait, vous voyez que sans que les continents ne soient détourés, eh bien, on repère très aisément la forme de ces continents, nous montre qu'une grande partie des mers et des océans du globe sont parcourus par des navires. Néanmoins, on voit que ces parcours suivent des logiques spatiales bien particulières, puisqu'il y a certaines routes maritimes, c'est ainsi qu'on va les désigner, qui se dessinent sur ce planisphère. À commencer ici par cette route majeure, ici cette route transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Une route également qu'on voit ici toujours entre l'Europe, relativement concentrée au niveau de la mer Rouge, de l'océan Indien, voilà, qui relie donc l'Asie et l'Europe, et puis enfin via le Pacifique, une route maritime transpacifique donc qui relie l'Asie et l'Amérique du Nord. Voilà, et puis ensuite on voit quelques routes secondaires, en particulier entre l'Europe et l'Amérique latine. Vous voyez la route qui contourne l'Afrique par l'océan Indien, mais qui est beaucoup plus modeste que celle qui emprunte ici la mer Rouge et le canal de Suez. Bref, ce que nous dit ce planisphère, déjà, c'est la première idée qu'il faudrait mettre en évidence ici, c'est que finalement, ces grandes routes relient les grands pôles de l'économie mondiale, les grands pôles de la triade, le pôle nord-américain, le pôle européen et le pôle ici d'Asie orientale. Et on retrouve, comme on l'avait déjà observé sur d'autres cartes, des flux quasiment incessants, ici les flux maritimes, entre ces trois grands pôles de l'économie mondiale. Une autre carte que je vous présente tout de suite pour préciser un petit peu cette idée. Un autre planisphère, cette fois-ci en projection polaire, et qui trace spécifiquement les parcours des containers, et non plus seulement des marchandises comme c'était le cas sur la carte précédente. Et vous voyez qu'on retrouve à nouveau sur cette carte les flux principaux, ici donc le flux transpacifique, le flux transatlantique, et enfin le flux entre l'Asie et l'Europe. Et cette carte en clair reprend ce qu'on a pu observer par ailleurs sur cet anneau de la mondialisation entre les trois principaux pôles de la triade, et vous remarquerez néanmoins que ici les flux en partance de l'Asie essentiellement sont beaucoup plus importants que le flux transatlantique, ce qui révèle que cette région d'Asie orientale est l'usine du monde et que de très nombreuses marchandises irriguent les pays développés depuis ce pôle majeur de la mondialisation aujourd'hui.
Là aussi, les flux secondaires montrent bien comment beaucoup d'autres pays restent en grande partie à l'écart, hein, ou sur les marges de ce phénomène de mondialisation. Bien, il faudrait maintenant donc dans un grand C, hein, montrer comment ces espaces maritimes sont également à l'origine de la littoralisation des activités. Littoralisation donc des activités. On retrouve, comme ça a déjà été le cas, ce suffixe isation ici qui suggère que nous sommes dans un processus. Processus ici tout simplement de concentration des hommes, des activités, des richesses sur la bande littorale, à proximité même de ces espaces maritimes. Voici un autre planisphère donc, qui reprend ses principales routes maritimes évoquées dans le Grand B, et on voit en plus les principaux ports mondiaux qui sont représentés sur ce planisphère. Alors, sont représentés uniquement les plus grands ports, mais vous voyez, déjà vous pouvez noter que les 25 premiers ports mondiaux, les 25 premiers, hein, à eux seuls, sont responsables de plus de 50% du trafic maritime total. Hein, donc il y a une très forte concentration là aussi dans quelques ports. Vous le voyez sur cette carte, hein, la région qui concentre les plus grands ports aujourd'hui, c'est la région d'Asie orientale. Voilà, tous ces ports ici. Depuis le Japon jusqu'à Singapour. On voit que c'est beaucoup plus modeste, même s'il y a quand même 3 ports importants en Europe occidentale, le principal étant Rotterdam. Et enfin, pour les États-Unis, c'est le port de Los Angeles qui génère le plus de trafic. Voilà, et vous voyez cette succession de ports, en particulier ici, hein, en Asie orientale, nous invite à introduire ici là, une notion qui est absolument essentielle, qui est la notion, je vous l'écris en dessous, de façade maritime. Hein. Les façades maritimes, c'est un des aspects majeurs de cette littoralisation. Donc pour étudier d'un petit peu plus près une façade maritime, je vous propose une carte où on va s'approcher un petit peu. Voici donc les principaux ports asiatiques ainsi que les routes maritimes majeures de l'Asie orientale, et on observe au-delà de la multiplicité de ces ports, hein, depuis donc les principaux ports de la mégalopole japonaise ici, en passant par la Corée du Sud et puis pour l'essentiel la Chine. On peut dire d'ailleurs au passage que on a parlé tout à l'heure des plus grands ports mondiaux. Si on s'intéresse uniquement aux ports spécialisés dans les containers, sachez que parmi les 10 principaux ports de porte-containers, 8 sont asiatiques et 7 sont chinois. Hein, c'est un chiffre aussi qu'on peut retenir et qui permet de mesurer, hein, l'importance de la Chine dans ce commerce mondial. Et puis bien sûr, un port essentiel ici, Singapour. On voit que ces ports sont hiérarchisés. Hein, précisément le port de Singapour, le port de Hong Kong et le port de Shanghai sont des ports principaux, tandis que d'autres sont ce qu'on peut qualifier de ports secondaires, et qu'il s'établit une complémentarité entre ces ports. C'est un élément essentiel de la façade maritime, hein, la complémentarité. Vous voyez ici les routes maritimes principales, et puis comment il y a des routes secondaires, qu'on appelle parfois ici des routes de transbordement, qui permettent depuis les ports principaux de dispatcher, de répartir les marchandises vers des ports secondaires. Voilà. Donc la première caractéristique, hein, je le répète, d'une façade maritime, c'est qu'elle est composée de plusieurs ports. Hein, il ne faut pas un seul port pour faire une façade, ces ports étant généralement complémentaires dans leurs activités et très souvent hiérarchisés. Pour définir une façade maritime, on s'intéresse également au concept d'avant et d'arrière-pays. Je vous le montre à travers un schéma. Ce schéma, vous pouvez très bien, et c'est même fortement conseillé, hein, de l'intégrer dans votre composition. C'est fait en 3 coups de crayon, en 5 secondes, et c'est un plus. Hein. Donc ça représente ceci, donc une façade maritime théorique, hein, qui n'est pas liée à un espace ou à un autre, sachant qu'elles fonctionnent toutes un peu sur le même principe. Hein. Donc on repère d'abord le trait de côte, hein, le littoral précisément, avec, suggéré par ces 3 points, ces 3 figurés ponctuels, des ports, leur complémentarité, et notez bien également ces termes d'avant-pays, c'est-à-dire en clair comment c'est à travers l'avant-pays, ces ports sont connectés en clair au reste du monde, et également le terme d'arrière-pays. On utilise également un terme que vous trouverez dans votre manuel, par exemple d'Interland, hein, d'origine allemande, pour qualifier cet arrière-pays, c'est-à-dire toute la zone qui s'étire parfois sur plusieurs centaines de kilomètres en arrière des ports, qui est desservie
par ces ports ou qui dessert ces ports lorsqu'ils exportent. Voilà. Et il faudra bien sûr représenter sur un schéma ces flèches vers l'intérieur qui suggèrent les axes de communication fluviaux, terrestres, ferroviaires, qui permettent le lien entre cet hinterland et le port. Voilà. Et donc la façade maritime en tant que telle, c'est tout ce système composé d'un arrière-pays et d'un avant-pays avec la complémentarité entre les ports. En clair, la façade maritime, on l'a déjà dit, je vous le rappelle, on peut également la qualifier d'interface, de zone de contact entre deux espaces différents. Alors après ces généralités sur le transport maritime, nous allons donc dans le grand 2 aborder les aspects sous un angle plus économique. On va l'intituler donc des enjeux, le mot est important, ça nous renvoie à la dimension stratégique, des enjeux géoéconomiques des espaces maritimes. Voilà. Des enjeux géoéconomiques et dans un premier point on va s'intéresser aux ressources, voyant que ces espaces maritimes sont très riches et à ce titre vont beaucoup intéresser les États riverains. Alors les ressources, c'est tout d'abord et tout naturellement les ressources de la pêche. Le poisson qui est prélevé dans les océans et qui permet d'alimenter les populations riveraines, c'est plus vrai pour certains que pour d'autres. Je pense par exemple au Japon, dont les habitants se nourrissent de poissons, sont les plus gros consommateurs de poissons au monde. Donc l'océan représente une ressource à ce titre qu'on appelle, avec un mot de vocabulaire particulier, on parle des ressources halieutiques. HA, halieutique, pour désigner toutes les ressources en poissons, en crustacés, en coquillages que recèlent les mers et les océans. Voilà. Et ces ressources halieutiques font l'objet de prélèvements de plus en plus importants. Un chiffre pour le justifier, depuis 1950, les prélèvements effectués dans les océans ont été multipliés par 5. Voilà. On parle parfois d'ailleurs de surpêche, et beaucoup s'inquiètent de l'intensité de ces prélèvements qui ne permet pas aux poissons de se reproduire et de renouveler les stocks halieutiques en clair. On peut toujours, à propos de ces espaces maritimes et des ressources halieutiques, évoquer aussi dans cette partie la pisciculture, qui permet aux pays riverains de faire des élevages de poissons et de limiter ainsi la surpêche. Bien, on va aussi et surtout même dans ces parties sur les ressources s'intéresser aux espaces maritimes en tant que ressources minières et surtout d'ailleurs aux ressources énergétiques. Voilà, ça c'est le point essentiel sur lequel il faudra insister dans cette partie. Puisque les fonds des océans sont très riches en pétrole, en gaz. Aujourd'hui, notez le chiffre, c'est le tiers de la production mondiale d'hydrocarbures qui est réalisée sous les mers. On parle d'exploitation offshore. Shore en anglais ça veut dire la côte, donc au-delà de la côte. Ce sont ces fameuses plateformes pétrolières, vous en avez tous vu, qui permettent donc cette exploitation pétrolière. Et c'est un enjeu majeur dans des économies qui, aujourd'hui encore, dépendent énormément du charbon, du gaz et du pétrole pour fonctionner. Voilà, donc c'est un aspect qu'il faudrait souligner qui est essentiel dans les enjeux économiques. C'est pas le seul, bien sûr, au-delà des ressources. On va voir que les enjeux tournent autour aussi du contrôle des espaces qui sont proches des pays riverains. Donc on va appeler ça le contrôle des espaces proches pour évoquer là aussi les enjeux pour les pays autour de ces ressources maritimes. À qui appartiennent les mers et océans? Il y a eu des accords qui ont été négociés au niveau international entre les États. Vous retiendrez celui qui est aujourd'hui le plus important, qui a été négocié en 1982, qui s'appelle les accords de Montego Bay. Voilà, Montego Bay, et qui précise que les États riverains ont l'exclusivité de l'exploitation des océans sur une certaine distance au-delà de leur littoral. Cette zone particulière, c'est ce qu'on appelle la ZEE. ZEE pour zone économique exclusive. Voilà, c'est-à-dire que sur une bande qui s'étire à 200 000 au-delà du littoral, 200 000 marins, c'est-à-dire environ 370 km, pour vous donner une idée, l'État riverain est complètement souverain
de ce qu'il fait dans la mer et dans les fonds marins, hein, que ce soit pour la pêche, pour l'exploitation des hydrocarbures. Voilà, c'est une zone donc éminemment stratégique et intéressante pour tous les pays situés en bord de mer et d'océan, hein, parce que, on l'a dit, c'est une zone très riche. Et donc ça donne aux pays en tout cas qui disposent d'une ZE élargie, de gros avantages. Je vous montre tout de suite une carte qui va permettre d'en prendre conscience de manière plus précise. Tous les espaces maritimes, hein, qui apparaissent en bleu clair sur ce planisphère font partie de ces 200 000 marins au-delà des côtes. Voilà. Et donc sont appropriés par les États. Et on peut juger, hein, de l'ampleur stratégique, hein, de ces espaces. Regardez en particulier ici en Asie comment la totalité des mers et océans est sous la souveraineté d'un État particulier. Le pays qui possède la ZE la plus étendue dans le monde, eh bien, ce sont les États-Unis, hein, grâce en particulier ici à l'Alaska. Les États-Unis disposent d'une ZE qui est à peu près l'équivalent en superficie de son territoire, un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés. Chose plus surprenante, le deuxième pays à disposer d'une ZE élargie, eh bien c'est Cocorico, c'est la France, hein, avec son tout petit territoire de 550 000 km². Elle a une ZE de près de 10 millions de kilomètres carrés, presque l'équivalent de celle des États-Unis. Et ça, c'est lié, pour l'essentiel, à toutes les possessions outre-mer de la France, hein, que ce soit ici dans la zone Caraïbe, que ce soit également dans l'océan Indien, mais surtout, c'est lié aux possessions de la France dans le Pacifique. Hein. Regardez ici, on a la Polynésie française. Vous voyez comment cette ZE s'étire à 200 000 au-delà du moindre petit atoll qui est sous souveraineté française. Voilà, donc vous voyez, cette ZE donne à la France une puissance maritime tout à fait extraordinaire. Et pour mémoire, la troisième ZE au monde, c'est celle de l'Australie. Alors, il y a parfois des conflits, hein, entre les États pour le partage de ces zones économiques exclusives, hein, et ça va faire l'objet du petit c, hein, de ce grand 2, où l'on va évoquer la multiplication des conflits. Multiplication donc des conflits autour des espaces maritimes et en particulier autour des limites de ZE entre deux États proches, hein. Ce sont souvent des revendications qui sont liées à la découverte de gisements de pétrole ou de gaz, et on comptabilise environ 70 conflits de ZE dans le monde. Certains se retrouvent d'ailleurs devant un tribunal spécial, hein, qui a été créé par l'ONU pour tenter de résoudre ces conflits. Conflits entre la Russie et la Norvège par exemple, conflits qui sont très très nombreux, hein, en mer de Chine méridionale ici, vous voyez, entre la Chine et ses voisins, entre la Chine et le Vietnam, entre la Chine et le Japon, autour des îles Senkaku par exemple. C'est un exemple, hein, que vous pouvez retenir. Et la multiplication de ces conflits nous révèle à nous tout l'aspect stratégique, hein, et l'intérêt qu'ont les États à disposer d'une ZE la plus large possible. Voilà. Donc ça pour des raisons économiques, hein, on l'a dit, mais, et c'est l'objet donc maintenant de la troisième partie, également pour des raisons que l'on va qualifier de géopolitiques, hein. C'est donc le grand 3, où comment les espaces maritimes sont aujourd'hui également des enjeux majeurs sur le plan géopolitique. Et en tout premier lieu, nous allons évoquer en grand A ce que j'appelle la militarisation des espaces maritimes. Militarisation, hein, on retrouve à nouveau ce isation, un processus qui laisse supposer en clair que les marines de guerre se renforcent, que les navires militaires sont de plus en plus nombreux à circuler sur les océans. Même si pour autant cette militarisation elle est très sélective, hein, puisque on estime que c'est une quarantaine d'États qui disposent de 98% de la flotte de navires de guerre, hein. Pardon, je suis en train de vous dire des bêtises, donc on va reprendre. C'est pas 40%, donc, hein, c'est 40 États, voilà, qui à eux seuls possèdent donc la totalité, quasiment, hein, 98% de la flotte militaire.
Ben oui, parce que la construction, l'entretien d'une marine de guerre, ça demande des moyens conséquents que beaucoup d'États ne peuvent pas s'autoriser. Et puis en même temps, c'est un vecteur majeur d'affirmation de la puissance. Et oui. Alors, à ce titre, on va prendre l'exemple des États-Unis, parce que c'est de très loin la première puissance maritime mondiale. C'est la seule marine globale qui peut intervenir depuis ses navires, en particulier ses porte-avions, n'importe où dans le monde, même très loin du territoire des États-Unis, qui dispose de sous-marins nucléaires qui sont dotés de missiles stratégiques. Et cette domination est complètement écrasante. Les États-Unis à eux seuls disposent de 40% du tonnage, c'est le mot qu'on utilise parfois, 40% du tonnage de la flotte militaire dans le monde. Il y a 16 porte-avions qui circulent sur les mers du globe, le porte-avions étant le navire le plus gros, donc le plus cher qu'on puisse trouver dans les marines de guerre. Et sur ces 16 porte-avions, eh bien, il y en a 10 qui appartiennent aux États-Unis. Les autres États qui ont un porte-avions en ont un en général. Voilà. Et les États-Unis en ont 10, ça révèle toute l'ampleur de leur domination. Néanmoins, il faudrait citer également sur la militarisation l'importance accrue aujourd'hui des pays émergents, en particulier la Chine, l'Inde et le Brésil, qui développent leur marine de guerre. C'est également révélateur de leur montée en puissance à l'échelle mondiale. Dans un grand B, nous allons insister sur l'aspect sensible de ces espaces maritimes. Donc on va parler de lieux particuliers que l'on va identifier qui sont particulièrement sensibles sur le plan stratégique. Pour ce faire, je vais vous montrer tout de suite donc un dernier planisphère. Un planisphère des routes maritimes, un peu identique dans son contenu à celui qu'on présentait au début, et qui nous montre bien comment eh bien, les routes maritimes sont obligées à certains moments d'emprunter des passages particuliers, identifiés, et qui très souvent sont soumis à une surveillance étroite. Alors d'abord les canaux, à commencer par le plus connu d'entre eux, le canal de Suez, ici donc, qui relie la mer Méditerranée et la mer Rouge, qui est un maillon indispensable de la route maritime entre l'Europe et l'Asie. L'autre grand canal, c'est le canal de Panama, ici, qui permet donc de passer de l'Atlantique à l'océan Pacifique. Et puis il y a d'autres détroits également, des détroits qui cette fois-ci sont naturels, comme par exemple le détroit de Gibraltar ici, le détroit de Bab el-Mandeb entre l'océan Indien et la mer Rouge, le détroit d'Ormuz qui ouvre le golfe arabo-persique, éminemment sensible là aussi, le détroit de Malacca ici au sud de Singapour. Voilà pour les principaux, on les reprendra sur cette carte. Et ces détroits sont oui, des lieux géopolitiques sensibles, souvent partagés entre des pays riverains qui, comme ça a été le cas par exemple du canal de Suez à plusieurs reprises, peuvent être fermés en raison des événements géopolitiques. Voilà, donc ces lieux particulièrement sensibles sont des points très surveillés de la mondialisation. Et puis, puisqu'on parle des enjeux et des lieux sensibles, on peut signaler également dans cette partie les perspectives à venir de nouvelles routes maritimes qui sont là aussi l'enjeu de rivalité entre les États, en particulier celle qu'on appelle déjà la route du Nord-Ouest, vous voyez, qui permettra très certainement dans quelques années de relier l'Atlantique au Pacifique, vous voyez, en évitant de passer ici par le canal de Panama. Cette route serait autorisée par le réchauffement climatique et la fonte de la calotte glaciaire, alors que jusqu'à présent elle est inutilisable quasiment toute l'année. Voilà donc parmi ces perspectives autour de ces lieux sensibles. Et puis, pour terminer cette troisième partie sur les enjeux géopolitiques, dans un grand C, il convient d'aborder ce qu'on peut appeler les zones grises de la mondialisation et qui s'expriment également dans les espaces maritimes. Ces zones grises, ce sont toutes les zones, en particulier de piraterie. Alors toujours sur cette carte, les principales zones de piraterie, il y en a une qui est située au large de la Corne de l'Afrique, ici dans l'océan Indien, qui est particulièrement sensible. Un petit peu également dans la zone ici des Caraïbes et puis également autour du détroit de Malacca, ici au sud de Singapour. Voilà les trois zones de piraterie, alors qui sont surveillées de près par les États parce qu'elles correspondent à des pays riverains pauvres où certains habitants essaient donc par ces actes de piraterie de survivre tout simplement. Les espaces maritimes, donc au-delà de la piraterie, vous le noterez parce que c'est
évidemment important, hein, sont des lieux de trafics illégaux dans tout genre, hein, des trafics, qu'il s'agisse des trafics de drogue, des trafics de migrants. On pourrait évoquer également dans ces zones grises les paradis fiscaux, puisque nombre de paradis fiscaux sont des îles, des micro-îles d'ailleurs très souvent. On les a évoqués déjà précédemment. Bref, comment là aussi les espaces maritimes, dans le cadre de la mondialisation, génèrent des angles morts, on le disait plus haut, avec des espaces qui ne sont pas fréquentés, hein, ou très peu par les navires, et puis des zones grises de trafic et d'économie souterraine, informelle. Il faudra le souligner, bien sûr. Alors, en conclusion, insister bien sûr sur le fait que ces espaces maritimes aujourd'hui sont d'abord donc des espaces majeurs, incontournables de la mondialisation telle qu'elle s'est mise en place. Hein. Insister également donc sur leur contrôle, hein, qui de plus en plus dans le cadre de la mondialisation devient une priorité pour toutes les puissances maritimes. Et puis, pourquoi pas en ouverture évoquer des projets qui cherchent justement à échapper au contrôle des États en s'installant dans les eaux dites internationales qui ne sont pas soumises à la juridiction donc des États riverains. Hein, on en reparlera en cours. Voilà en tout cas tous les éléments qu'il faut mettre en évidence autour de ces espaces maritimes. Et nous en resterons là pour aujourd'hui. Allez, bon courage.